Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. C'est le début de la trêve internationale, donc du coup pas de match du Barça pendant 2 semaines. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va quand même faire des vidéos qui, je pense, en tout cas j'espère, vous intéresseront. On va parler évidemment des récents matchs, parce qu'en fait là, ça fait quand même du coup un quart de la saison qui sera déjà écoulé à la fin du mois d'octobre. Ça passe très vite. Donc on pourra faire, je pense, à partir de la trêve, de la fin de la trêve, un premier bilan, je pense, du début de saison du Barça, avec les points forts, les points faibles, les joueurs qui ont, je pense, apporté ce Barça, se sont révélés, et aussi ceux qui ont un petit peu déçu. J'ai pas envie de spoiler un petit peu les vidéos qu'on fera pendant la trêve, mais je pense que vous voyez un petit peu le principe. En tout cas, il y aura plein de sujets intéressants dont on pourra parler pour passer le temps, se divertir un petit peu. Hier, il y avait le match à l'AS Barcelone. Victoire 3-0 assez convaincante du Barça, franchement, je trouve. J'ai fait le débriefing et plusieurs personnes ont remarqué que j'étais un petit peu bloqué au niveau, même beaucoup, au niveau de ma mâchoire. C'est encore le cas. Je pense que vous voyez que sur mon petit visage sympa, c'est assez enflé. Et je me suis tout simplement fait retirer une dernière dent de sagesse. Wisdom Tooth, the last one. La dernière que j'avais, il m'en manquait une seule que je devais retirer. Ils me l'ont retiré, mais ils m'ont fait un espèce de charcutage de ma mâchoire. Ils m'ont dit qu'ils m'ont éclaté. Ils m'ont clairement dit que les travaux qu'ils ont fait dans ma mâchoire, niveau charcuterie, saucisson, bolognaise, et je vous épargne un petit peu les détails. Mais voilà, c'est compliqué d'articuler, alors que c'est déjà compliqué pour moi de le faire habituellement. Donc je vais faire ce que je peux. Excusez-moi si c'est pas forcément très compréhensible. Mais ça va mieux, hein, vous inquiétez pas, c'est un peu mieux tous les jours. Parce que je pense que c'était samedi, samedi soir, je crois, c'était vraiment enflé comme pas possible. Je pouvais pas faire de vidéo, c'était impossible. Mais bon, en l'occurrence, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo-là pour parler un petit peu des choses qui m'ont plu depuis maintenant 2-3 matchs du Barça qui sont de plus en plus visibles. En particulier, deux secteurs du Barça qui étaient, je pense, les plus décriés la saison dernière avec Xavi et sa saison malheureusement qui avait été dramatique à la fin, à savoir les deux surfaces de réparation les plus visibles, l'attaque et la défense, dont le gardien, je mets les deux en même temps, mais la défense, l'efficacité, l'inefficacité offensive du Barça et la faiblesse défensive aussi du Barça qui a pris tellement de buts la saison passée avec des scores fleuves face à Villarreal, 5 buts encaissés, le Real Madrid, Paris Saint-Germain, et un Barça qui a pris l'eau défensivement. Là, cette saison, personne ne pourra me dire que les progrès ne sont pas visibles à 1000%. Après l'animation collective générale qui a complètement changé avec Hansi Flick, c'est évidemment en premier l'efficacité offensive du Barça et deuxièmement l'animation, j'ai envie de dire, qui a drastiquement changé. C'est pas encore parfait. Hier, on l'a vu malgré le clean sheet du Barça 3-0, on a vu que défensivement le Barça a souffert, mais le Barça a beaucoup changé défensivement avec des méthodes, des automatismes et des habitudes qui sont différentes de ce qu'on a vu. Le Barça n'est que la 8e défense de Liga 1. Je suis pas en train de dire que défensivement c'est beaucoup mieux qu'avant, loin de là. On n'est que la 8e défense de Liga à l'heure où je parle. Mais si j'en parle, je pense que c'est parce qu'on a tous vu, on a tous constaté que le Barça défend complètement différemment par rapport à ce qu'il faisait avant. Notamment évidemment avec cette fameuse ligne du hors-jeu et l'alignement, le bloc, la hauteur du bloc du Barça. Maintenant à tous les matchs, on voit un Barça qui défend super haut, une équipe adverse qui se fait tromper par le piège du hors-jeu au minimum 5-6 fois. Hier, c'est monté jusqu'à 13 fois pour l'équipe d'Alaves. Comme je disais hier après le débriefing, à chaque fois qu'il y avait une offensive, une occasion et une action construite de la part des joueurs d'Alaves, on avait l'impression que le Barça faisait exprès de jouer, de faire déjouer l'adversaire en avançant et en provoquant un hors-jeu. Et c'était pas une impression, ça va beaucoup plus loin que ça. On a compris que c'était une volonté du Barça, une consigne tactique d'Hansi Flick. Alors nous, en tant que fans du Barça, quand on voit ça de la télévision, au début ça fait flipper. Et à toutes les actions, je te dis, mais l'équipe elle s'expose, tellement d'espace dans son dos de la défense, qu'il y a pas mal de chances que même avec un ballon tout simple, une passe longue qui passe dans le dos de la défense, il y a moyen d'avoir un danger si jamais l'attaquant adverse la récupère. Donc je voulais parler de ça en priorité aujourd'hui, déjà avec des chiffres que je pense qu'ils seront assez parlants pour vous, qui ont été encore une fois fournis par Barça Passionate sur Twitter concernant l'alignement du Barça et à quel point ils savent provoquer le hors-jeu des équipes adverses. En Liga, le Barça a provoqué le hors-jeu de ses adversaires à 62 reprises en 9 matchs de Liga. 62 reprises, c'est au moins 2 fois plus que n'importe quelle équipe du top 5 européen cette saison. Brighton est deuxième avec seulement 31 hors-jeu provoqués. Pour vous montrer aussi, pour comparer aux équipes de Liga, le fossé est encore plus grand en fait, Osasuna 26, l'Athletic Bilbao 25,
Valence 24. Et pour vous montrer à quel point c'est flagrant par rapport à une équipe comme le Real Madrid au hasard, le Real, dans toute la saison, les 9 matchs, c'est seulement 10 hors-jeu provoqués. C'est encore une preuve qu'ils défendent très bas, naturellement, en tout cas beaucoup plus bas que le Barça, de loin. Sachant que hier, par exemple, comme je vous disais, hier c'était 13 hors-jeu provoqués par le Barça, donc plus que le Real Madrid en 9 matchs. Donc plus de fois hier face à Alaves que les 9 matchs du Real Madrid. Alors forcément, ça soulève un débat. On se pose toutes des questions sur la pertinence de jouer comme ça et de défendre comme ça. Est-ce que le Barça pourrait le faire face à des grosses équipes, face à des équipes un peu plus, on va dire, roublardes et des joueurs qui savent jouer en transition et qui se nourrissent d'espace laissés dans le dos de la défense. On sait que le Barça va affronter le Bayern avec Kingsley Coman, Michael Olise, Gnabry, pareil. Des flèches de partout. Au Real Madrid, comment vous nous expliquez que Vinicius, Mbappé, leur force première, c'est justement de se nourrir de ça. On l'a vu encore ce week-end. Que Xavi, justement, l'année dernière et même avant ça, rappelez-vous les documentaires Amazon Prime, les interviews dont il parlait du jeu du Real Madrid qui pouvait te casser une défense entière avec une seule passe en profondeur. Il craignait énormément ça. On l'a vu récemment au Classico. Et le Barça de Xavi s'est fait punir plusieurs fois en jouant justement avec un bloc trop haut sur le papier. Donc forcément, des questions à se poser qui sont naturelles. Mais là, j'ai envie de dire que là, je vais parler avec un point de vue hyper tactique. Parce qu'il y a plusieurs choses à retenir et à prendre en compte quand on parle de hors-jeu, de bloc haut ou bas et d'alignement parfait par rapport à l'adversaire. Déjà, une chose, c'est que je pense qu'Hansi Flick prépare ses matchs en fonction de l'adversaire aussi, même s'il a quand même la volonté d'imposer son football à l'équipe adverse. Sauf qu'en défense, il faut quand même t'adapter aux joueurs que tu as en face de toi, aux attaquants adverses. Jouer face à Vinicius, Mbappé, Federico Valverde sur les côtés, c'est pas la même chose, et Rodrigo aussi, c'est pas la même chose que quand tu joues face à des équipes de Liga, aussi bonnes soient-elles, que les mecs comme Griezmann, des Morata, des Alvarez plus récemment. Forcément, ton bloc équipe n'est pas le même. L'alignement défensif n'est pas le même face au Real que face à l'Atlético Madrid. J'ai pris les Colchoneros pour un cas extrême, mais je pourrais prendre aussi Valence ou même Villarreal plus récemment. On l'a vu face à Baena et Nicolas Pepe. C'était aussi différent, c'était un peu plus proche du Real Madrid, on ne peut pas se mentir, mais ça reste assez différent parce que derrière c'est Parejo, c'est pas Federico Valverde qui va te casser des espaces et des lignes balle au pied. Bref, vous m'avez compris, et je pense que le Barça et Hansi Flick préparent les matchs en fonction aussi de l'adversaire, donc faut pas croire que le Barça va prendre autant de risques face au Bayern Munich et au Real Madrid prochainement. Là, face à des petites équipes, le Barça peut se permettre de jouer comme ça. Maintenant, il faut savoir que là, ce qu'on voit, c'est que c'est flagrant. C'est vraiment un choix de la part du coach Hansi Flick et une consigne qui dicte à ses joueurs. Et on a un Barça qui limite, invite, j'ai pas envie de dire oblige l'adversaire à jouer comme ça avec des longs ballons, mais on voit que justement, le but de la défense de jouer si haut, c'est d'inviter et d'inciter les équipes adverses à balancer des longs ballons. On a vu justement que ce week-end, il faut quand même prendre conscience que pour réussir à être parfaitement coordonné à ce niveau-là de l'alignement du Barça, il faut que les 4 joueurs de la ligne défensive, les 4 en même temps, soient bien alignés. Si vous avez un joueur, souvent c'est un latéral parce qu'ils n'ont pas forcément le réflexe de remonter sur le bloc, à droite comme à gauche. Koundé, j'ai souvent fait ce reproche-là parce que lui, à la base, c'est un central qu'on a mis à droite. Il n'a pas les réflexes naturels les latéraux ont de remonter très vite quand le ballon est récupéré par le Barça. Et ça aussi, on a vu Baldé, pareil, en début de saison, il était assez mal aligné par rapport à la défense. Ça, c'est vraiment des problèmes de latéraux en général. Donc clairement, pour que la consigne d'Hansi Flick soit respectée à ce point-là de façon très bonne depuis maintenant le début de saison par les joueurs du Barça, il faut que les 4 joueurs qui sont en défense soient parfaitement coordonnés. Donc ça demande pas mal de rigueur, de précision. Il faut être aussi intelligent, du QI football, les frères. Et ça, là, être concentré comme ça tout au long du match, 95 minutes, parce qu'il en suffit d'une seule, pour que justement toute la ligne défensive soit trouée avec une seule passe. Ça arrive et ça peut arriver malheureusement. Ça a été le cas face à Villarreal par exemple, avec le but en début de match sur la passe de Pepe. Mais attention, cette tactique-là, elle a pour but plusieurs choses. Et c'est intéressant de voir sur tout ça. C'est d'abord, je pense, faire en sorte que les attaquants adverses touchent le ballon le plus loin possible des buts. Si vous avez, comme à l'époque de Valverde, malheureusement, un Messi, le joueur le plus dangereux de l'équipe, qui, parce que la ligne du Barça était trop basse, touchait le ballon à 70 mètres du but, et comment il fait tout seul ensuite pour aller remonter le ballon, c'est compliqué. Tu peux t'appeler Messi, Mbappé récemment, Vinicius en état de grâce, et ça reste compliqué. Donc on verra face au Real Madrid, mais le but à la base, c'est d'avoir des attaquants adverses qui sont assez loin des cages quand ils reçoivent le ballon. C'est déjà bien, parce que logiquement, par définition, s'ils montent un peu plus pour recevoir le ballon, ils seront hors jeu.
Donc les forcer à ne pas être hors jeu en les faisant reculer au maximum. C'est une bonne chose. C'est pour ça que je disais que le Barça invite les équipes adverses à balancer des longs ballons loin devant. Avant ça, justement, il faut que ton pressing à toi du Barça, Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, soit performant pour les obliger à balancer de ballons devant. Maintenant, dans ton équipe, il faut aussi que les défenseurs utilisés par Hansi Flick soient compatibles avec cette tactique-là. Et ça n'a pas été toujours le cas, je pense, à Ronald Araujo depuis maintenant 2-3 ans, que j'adore, évidemment, comme vous. Mais on lui a souvent reproché, je pense, son alignement un petit peu hasardeux. Pas hasardeux, mais comme il s'est mis dans la tête que lui, il était un petit peu le pompier de service et qui devait être le défenseur qui devait corriger les erreurs et arriver un petit peu en sauveteur de l'équipe quand elle défend, et ben ça donne un joueur qui jouait souvent à recul frein, un petit peu comme Thiago Silva, qui était là pour couvrir les brèches et sauver l'équipe, donc qui était souvent placé très très bas, beaucoup plus bas que toute l'équipe, et du coup on a pris pas mal de buts comme ça où il couvrait le hors-jeu. Ça a été une des faiblesses de Araujo. On verra justement si quand il revient de blessure, Hansi Flick compte sur lui à ce niveau-là, parce qu'on a quand même une défense centrale, Cubarsí, Inigo Martinez, qui n'est pas la plus rapide, loin de là. Un défenseur comme Araujo, plus athlétique et plus rapide, à première vue, il est quand même beaucoup plus utile pour couvrir l'espace qui est laissé derrière le dos de la défense. Et pourtant, on voit que Cubarsí et Inigo Martinez, j'insiste sur lui parce que je ferai une vidéo sur lui, Inigo Martinez, parce que vraiment, son début de saison, c'est masterclass sur masterclass. Mais il faut le dire, qu'on a quand même été tous très critiques envers le joueur l'année dernière après sa prestation et le fait que Xavi ne veut pas garder Michael Faye. Finalement, est-ce qu'il ne mérite pas un petit peu des excuses? Parce que là, on voit qu'il est complètement compatible avec ce que demande Hansi Flick en termes d'alignement et la façon de défendre du Barça en avançant, à chaque fois en avançant et en étant réactif par rapport à l'alignement. Alors, ça va demander de l'énergie à l'équipe, à cette défense-là en particulier, parce que défendre comme ça veut dire que forcément, tu t'alignes, tu avances et après, tu cours vers l'arrière. Tu défends en reculant. Ça peut être compliqué à ce niveau-là. Ça peut être des efforts physiques demandés à chaque fois, parce qu'en plus, maintenant que la VAR et tout, quand l'arbitre voit un hors-jeu, il ne lève pas forcément le drapeau. Donc, ça demande à l'équipe et aux défenseurs, en particulier eux, de beaucoup courir vers l'arrière, vers le but du Barça. Ça peut être physiquement aussi difficile pour eux. Je vous invite vraiment à aller voir une vidéo qui a été concoctée par, encore une fois, Albert Blayat Sensat sur YouTube, analyste pour le quotidien sport. Des matchs du Barça et tactiquement comment il en parle, c'est magnifique. Il en a parlé justement du fait que le Barça était très bien aligné et comment le bloc du Barça jouait, à quel point il jouait haut, ce bloc défensif, même collectif du Barça. Et la preuve qu'il a apportée, c'est que le Barça de Flick, le Bayern de Flick à l'époque du 8-2 justement, ce match-là, même si le Barça a perdu 8-2, et ben l'une des raisons pour lesquelles le Barça s'est fait éclater, c'est justement que le Bayern de Munich a défendu hyper haut justement ce jour-là face au Barça. Ça coûtait un but, certes, le but du 1 partout sur l'égalisation CSC de David Alaba, mais que l'une des forces du Bayern ce jour-là, c'était vraiment le fait d'avoir défendu très proche de la ligne médiane, ce qui obligeait justement le Barça de Messi à lui passer le ballon très loin des buts et de voir comment il se débrouillait tout seul en plus à l'époque. Bon. Quand c'est maîtrisé comme c'est le cas en ce moment, quand c'est joué comme ça, comme une partition parfaite, c'est juste magnifique à voir. Ça me rappelle un petit peu, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque en 2015 face au PSG, avec le coup franc, le fameux coup franc pour le PSG défendu par le Barça, avec tout un bloc qui était monté pile au moment où le joueur du PSG frappait le coup franc indirect, et ça avait mené avec, je crois, 6-7 joueurs du PSG qui étaient hors jeu, pendant que les joueurs du Barça avançaient tous. C'est une action qui avait, je pense, marqué pas mal de personnes, dont moi inclus. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Monsieur Albert Blaya. C'est une sat, parce qu'elle est vraiment complète, pour ceux qui comprennent l'espagnol. C'est pas mon cas, mais on devine, je pense, avec les termes assez transparents, les mots qui sont assez transparents par rapport au français, et même les images qui sont assez parlantes. Je pense que vous verrez que le Barça, même sur les images, que le Barça défend avec un bloc très compact, avec des joueurs très resserrés les uns des autres, ça se voit. Avec une ligne très haute, ça on l'a dit. Maintenant, reste à savoir si Hansi Flick utilisera la même tactique et la même animation collective défensive face aux grosses équipes. Là, j'ai parlé de Bayern-Barça, le 8-2. À l'époque, le Barça avec un milieu de terrain composé de joueurs qui étaient très lents, tu pouvais te permettre de faire ça. En attaque, c'était Messi, Suarez. Tu avais vraiment Jordi Alba qui pouvait sur les côtés faire un peu de mal, Semedo. Là en face, les prochains matchs, ce sera Vinicius, Mbappé, Federico Valverde, Vasquez aussi qui va jouer à la place de Carvajal. Des joueurs aussi intelligents à la passe que Modric et Bellingham. Lucas Vasquez qui va jouer côté droit à la place de Carvajal. Donc c'est des flèches qui pourront faire du mal
à ce Barça-là, mais attention, comme je disais, le Barça quand même sait aussi étudier les équipes adverses et s'adapter. Mais encore une fois, totale confiance à Hansi Flick. On te donne notre confiance et on verra comment ça va se passer, clairement. Donc voilà pour le sujet offside, hors-jeu. Maintenant, on va passer à un sujet un peu plus réjouissant, j'ai envie de dire. C'est évidemment Lewandowski qui, lui, a retrouvé son efficacité. On n'est pas encore le voilà, et je pense qu'on le reverra peut-être plus, le Lewandowski Prime de 2020-2021 qui marquait 40 buts en Bundesliga, qui terminait avec 15 buts en Ligue des Champions en 12 matchs, un meilleur ratio de l'histoire de la C1. J'imagine même pas s'il avait eu la chance d'avoir une année sans Covid avec 13 matchs en Ligue des Champions. Je pense que le record de CR7 aurait sauté très vite. Mais on a un Lewandowski qui retrouve des couleurs après une saison très décevante. La saison passée, il en était à 6 buts à l'époque en 9 journées. Il en est à 12 buts aujourd'hui. Après 11 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison 2024-2025, c'est exactement le même bilan que lors de son arrivée en 2022. Merci pour les statistiques, Monsieur Barça Passionnat, encore une fois, avec du coup 2 ans en plus dans les jambes, avec 2 ans en plus dans le coffre. On parle d'un joueur qui a 36 piges aujourd'hui quand même. Donc je me dis, certes, il est naturellement moins en forme de 2 ans par rapport à 2022, mais il y a quand même une expérience qui entre en jeu, encore plus forcément, même si déjà à l'époque c'était une dinguerie. Il y a aussi le fait qu'il soit un peu mieux installé au Barça et surtout, qu'il soit mieux épaulé qu'il ne l'était en 2022, largement plus, parce qu'à côté de lui, il a un Lamine Yamal qui continue de grandir et d'exploser aux yeux du grand monde. On a un Rafinha et ce duo Rafinha-Lewandowski qui continue du coup de se révéler comme être le duo qui convient le mieux, je pense, à Lewandowski depuis qu'il est au Barça. On a eu un petit peu Joao Félix, ça n'a pas duré longtemps. On a eu avant ça Ousmane Dembélé et pareil, blessé, pas souvent connecté, j'ai envie de dire, un peu trop proche de la ligne par rapport à ce qu'on voit là chez Rafinha. Là, on a le complément, j'ai envie de dire, parfait, avec aussi Olmo qui est amené clairement à être le joueur proche de Lewandowski, un peu comme Thomas Müller. Et on a un coach qui sait justement comment entourer le joueur beaucoup mieux que ce qu'il a été. Rappelez-vous des mots de Xavi, rappelez-vous des mots de Robert envers un petit peu le système de jeu à l'époque de Xavi. On a beaucoup moins ce joueur qui vient un petit peu polluer l'espace, polluer le milieu de terrain, parce que derrière lui, il n'a plus à faire les efforts qu'il devait faire, enfin, qu'il considérait devait faire avant, quand il se prenait un petit peu pour un numéro 10, ça nous énervait tous. En plus, le fait qu'il prenne le ballon, d'accord, qu'il décroche encore, mais vraiment le fait qu'il garde autant le ballon, ça veut dire entre 5 et 10 secondes, en ralentissant le jeu et en ralentissant un petit peu l'action et les efforts des équipiers qui créent un décalage avant lui, et ben ça nous frustrait. On voit beaucoup moins ça chez lui. Il est revenu au basique et fait son travail. Ça veut dire les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs indirects. Tu dois être là, comme ce week-end justement il marque ce but-là. Tu dois être là dans la surface de réparation, à la retombée des ballons, des centres intéressants, plusieurs centres qui ont été magnifiques par Rafinha, rappelez-vous, j'ai en tête aussi. En première mi-temps, le centre comme ça, une touche de balle sur le contre de Rafinha qui fait une passe parfaite, vraiment parfaite pour Lewandowski, même s'il est un petit peu longue. Je pense qu'il aurait pu plonger, mettre un petite frappe en taclant pour le but du 4-0, je crois, à ce moment-là, s'il avait marqué. Bref, mais bon, en gros, il est là où on l'attend pour l'instant parce que mine de rien, même s'il a marqué 12 buts, on sait qu'avec ce qui s'est passé maintenant depuis 2 ans, même si à l'époque il avait été très bon aussi en début de saison, il avait floppé et clairement en Ligue des Champions. On se rappelle son match face au Bayern Munich, au match aller qui avait, je pense, condamné en partie le Barça en LDC. Et j'ai envie de dire que c'est un petit peu de sa faute s'il a généré, il a contribué à ce que maintenant, même si tu marques un doublé, un triplé face à l'Aves, on va t'attendre lors des gros matchs européens. Maintenant, c'est un peu de sa faute, c'est même totalement de sa faute. Il a généré une attente autour de lui, à savoir est-ce que tu seras capable de réitérer ça face aux grands d'Europe, au Classico, face au Bayern Munich. Face à Monaco, c'était compliqué. Là, il s'est bien rattrapé ensuite face aux Young Boys de Berne. Mais bon, ça reste un petit club européen, j'ai envie de dire. Donc, on veut évidemment des performances similaires face aux grosses équipes. Surtout quand le Barça sera en danger, en fait. Parce que là, par exemple, face au PSG, on se rappelle qu'il fait un match aller extraordinaire. Et au match retour, il retombe dans ses travers, clairement, quand le Barça avait justement besoin de lui quand ça n'allait pas. Donc 12 buts pour l'instant, 10 buts en championnat, c'est bien qu'ils prennent le large assez vite par rapport au Pichichi. Comme ça, très vite ce sera fait et comme ça on aura un attaquant qui sera en confiance et libéré pour continuer à faire le travail dans l'autre compétition et qui ne sera pas obsédé par les statistiques
en Liga. J'ai en plus envie de voir ça chez lui. On sait que c'est un buteur, un numéro 9, donc il y a quand même, quoi qu'il arrive, une dose d'égoïsme en lui qui va jamais partir, qui ne partira jamais. Ça, soyez-en sûrs, et j'ai envie de dire heureusement, tant mieux parfois. C'est important d'en avoir ça, de croire qu'il est le meilleur joueur du monde. C'est comme ça que tu dois être quand tu es un numéro 9. Maintenant, on va l'attendre, comme j'ai dit, c'est lui qui a généré ça. C'est lui qui a généré cette espèce d'attente qu'on a vis-à-vis de lui lors des gros matchs. Même en ayant marqué un quintuplé face à Alaves ou même 6 buts, peu importe. C'est comme ça, c'est l'injustice du football qui remet en cause les performances d'un match à un autre. Tous les 3 jours, il faut prouver. Mais je pense qu'il est motivé. Je pense qu'il se dit aussi que si jamais il veut enfin, après ce qui s'est passé en 2020, subir l'injustice qu'il a subie avec le Ballon d'Or, je pense que la dernière année de sa carrière où il peut enfin prendre le BO, c'est là 2024-2025, parce qu'après, en plus, il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de Coupe du Monde, donc tout ce qui se passera en club sera déterminant. C'est maintenant, en fait. Le penalty qu'il a manqué récemment là en Liga, ça compte, ça. Les tapines, pareil que tu manques hier face à l'Aves pour marquer un quadruplé ou un quintuplé, et ben ça compte parce que dans la vision collective, dans l'imaginaire collectif, marquer un quadruplé face à l'Aves ou un quintuplé, et ben c'est pas la même chose qu'un triplé. Parce qu'un match, un quadruplé, ça marque l'esprit de tout le monde. Et à l'heure de faire le bilan, quand tu feras les listes des candidats potentiels pour le Ballon d'Or et les favoris, et ben on se rappellera du quadruplé ou quintuplé de Lewandowski face à l'Aves. Alors qu'un triplé, bon, c'est assez commun tous les week-ends, on en voit ou presque. Mais quand même, efficacité retrouvée pour Lewandowski déjà, comme je disais, 12 buts marqués. Un joueur aux confiance, le joueur offensif par qui les ballons se terminent, les actions se terminent. On lui passe le ballon et il fait son job, il frappe. Donc un joueur qui va sentir que l'équipe joue pour lui, que Lamine Yamal jouera pour lui. Rafinha, c'est pareil. Il n'y a pas de joueurs qui veulent prendre la couverture à sa place et tout. Un peu comme ce qu'on a vu récemment, rappelez-vous, les petites bisbises entre Ferran Torres, le coup franc. C'était là il y a 3-4 mois de ça. J'invente rien du tout. Donc ça peut arriver aussi. Là, il n'y aura pas ça. Ferran Torres est absent pendant 2-3 mois apparemment. Et j'ai envie de dire un mal pour un bien. On a un Barça qui tourne bien, une équipe et des joueurs offensifs qui tournent bien, qui sont confiants, donc ils vont pouvoir aussi l'alimenter. Un Ansu Fati qui revient, donc il pourra aussi être comme une doublure pour le reposer lui, donc il ne sera pas le seul joueur surmené qu'on a pu voir récemment chez lui. Donc je pense vraiment, à part une blessure qui pourrait mettre un frein, ce serait dramatique comme c'était le cas en plus, rappelez-vous, un an de ça jour pour jour, je pense qu'il avait été absent pendant un mois, il était revenu classico dans un état pitoyable. À part ça, je ne vois pas ce qui pourrait freiner son état de grâce qu'il a accumulé, la confiance, ce qu'il montre depuis le début de saison. Donc on va prier pour ne pas avoir de blessés pendant la trêve, s'il vous plaît, pour qu'on puisse retrouver des joueurs, dont un Lewandowski qui va être, quoi qu'il arrive, un des joueurs les plus importants du Barça. Il le montre tous les matchs ou presque maintenant. Quand un Lewandowski ne va pas bien, on a besoin d'avoir un Lamine Yamal qui surperforme et inversement. Donc là, ne surtout pas négliger son début de saison. Ça fait partie des hommes forts du Barça, clairement. Merci quand même Hansi Flick pour les travaux, on l'avait dit. Parfois, ça nous arrive, vous comme moi, de faire des petites analyses toutes bêtes, toutes simples, des petits rapprochements en se disant, oui, Hansi Flick, il a coaché Lewandowski, ça s'est très bien passé en 2020. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir le retour du vrai Lewandowski avec Hansi Flick qui arrive au Barça? Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais ça en prend le chemin. En tout cas, ça y ressemble drôlement. Maintenant, ça reste à confirmer, on ne va pas te lâcher, Lewandowski, on va continuer à être exigeant envers toi. Donc voilà la vidéo qui avait comme sujet principaux du coup l'alignement tactique et le jeu du hors-jeu du Barça d'Hansi Flick et l'efficacité retrouvée de notre cher Lewandowski qui postule pour le soulier d'or, j'espère bien, ce serait juste franchement très costaud à 36 ans, même je crois même Messi n'a pas fait ça, donc quand même très costaud. Donc voilà les frères, longue vidéo mais j'en avais besoin, l'envie et la nécessité publique de parler de ce thème-là avant la trêve internationale qui commence. Du coup, dès mercredi, jeudi, les premiers matchs, on va les suivre en espérant pas de blessés, et surtout que Lamine Yamal continue à s'amuser parce qu'il a été un petit peu grincheux récemment en ne jouant pas tous les matchs, en tout cas l'intégralité des rencontres. Là, je pense que c'est l'occasion pour lui de comprendre que justement sortir en cours de match et ne pas se blesser, ça va lui accorder plus de temps de jeu que jouer tous les matchs et se blesser pendant 1 ou 2 mois. C'est QFD. Voilà les frères. Bonne journée à tous et rendez-vous très vite. Ciao.